Entre 1921 et 1929, les États-Unis donnent l'image d'une population vivant dans la meilleure société possible, malgré la prohibition et le développement du gangstérisme. Jamais la croissance industrielle de la principale puissance économique n'a été aussi forte, insolente presque. Quel contraste avec la décennie précédente marquée par la Grande Guerre. Les autorités politiques et financières martèlent le même discours sur la confiance, la prospérité durable, le bien-être. Vers la fin de la décennie, le boom économique tourne à l'euphorie générale. Les années folles, c'est aussi le temps de la première élection de Miss Amérique, l'année des premiers Oscars du cinéma, des premières comédies musicales. Tout cela sur fond de jazz. Dire de la période qui a précédé la Grande Dépression que c'était les années du jazz et de la prospérité, les années folles, c'est déformer la réalité. Tous les Américains n'ont pas bénéficié de ces années de prospérité. Les plus riches en ont profité, mais la grande majorité des Américains connaissaient de réelles difficultés économiques. On a atteint un nouveau palier de richesse. D'un seul coup, la plupart des familles possédaient une voiture, alors que 10 ans auparavant, cela aurait été inimaginable. On pouvait s'offrir une machine à laver électrique, un réfrigérateur, un tourne-disque. Le cinéma s'est mis à parler en 1927. C'était une ère nouvelle. Certains sentaient que tout cela pouvait n'être que temporaire, mais la plupart des Américains restaient persuadés que même s'il y avait un léger recul, ils vivaient une époque formidable. C'est dans les années 20 que l'automobile devient le centre de la culture américaine. Même les ouvriers ont la possibilité de s'acheter une voiture. Ça, c'est quelque chose d'impensable en Europe. En Europe, jamais un simple salarié n'avait une voiture dans les années 30. Il n'y avait que les patrons, des gens très très riches, etc. Donc les États-Unis ont accès à une certaine frange de la consommation de masse et ils ont effectivement commencé à développer le crédit. Acheter à crédit devient quelque chose de naturel. S'endetter pour s'offrir une voiture, comme la Ford Model T, devient un véritable phénomène de mode. En 1919, il y avait aux États-Unis 6 millions d'automobiles. 10 ans plus tard, 27 millions. Une pour 5 Américains. La société de consommation explose aux États-Unis. Les crédits et les prêts immobiliers s'envolent. On voit apparaître la mode androgyne, l'alcool de contrebande, le jazz. Cette période correspond également à l'âge d'or de Wall Street qui passionne les gens. En plus des vrais professionnels, beaucoup d'Américains de conditions modestes se mettent à placer leurs espoirs et leur argent en bourse. Ils espèrent s'enrichir rapidement et sans risque. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que Wall Street est associé au jeu, à la libération sexuelle, à l'alcool, bref, à tous les plaisirs que l'on s'autorise enfin. Wall Street participe largement à cette nouvelle façon de vivre dans les années 20. Les Américains se jettent à corps perdu dans le boursicotage. En 5 ans, les cours de la bourse ont été multipliés par 4. L'indice Dow Jones est passé de 100 à près de 400. Une hausse qui paraît incompréhensible, démesurée au regard de l'économie réelle. Ébloui, fasciné par l'éclat de l'argent et par la facilité avec laquelle le New York Stock Exchange, Wall Street pour les initiés, le fait fructifier, les Américains retournent leur poche. En 1929, 2 milliards de dollars sont investis sur le marché. Tout le monde s'est mis à acheter des actions. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la bourse s'est retrouvée au cœur de la culture américaine. La prospérité était si forte, si constante depuis des années, que tous ceux qui n'avaient jamais pensé à essayer de s'enrichir, qui n'avaient jamais envisagé de jouer à la bourse, commençaient maintenant à le faire. La bourse devenait le sujet
le sujet de tous les ménages. Tout le monde pensait que c'était un nouvel Eldorado et les ménages investissaient leurs économies dans la bourse comme un casino. Les Américains ont toujours essayé de devenir riches le plus vite possible, mais dans les années 20, ça paraissait plus facile que jamais. Et la bourse était la meilleure façon de le faire. C'était une nouvelle façon de s'enrichir. Vous achetiez une action $20 sans avoir la moindre notion de ce qu'était la bourse. Et le lendemain, elle en valait 23, et le jour suivant, 27. Tout ça sans lever le petit doigt. Les gens se disaient « Mon Dieu, c'est si simple de faire fortune. Pourquoi faire autre chose ?» Et on en est arrivé à un point où la bourse est pratiquement devenue une sorte de drogue. En Europe, le marché boursier était réservé à une élite aristocratique, et seuls les riches achetaient des actions. En Amérique, la bourse se démocratisait. C'étaient des gens simples, des ouvriers, des salariés, des cireurs de chaussures, des femmes au foyer, des gens comme vous et moi. Le phénomène est extraordinairement nouveau et leur fait tourner la tête. C'est une époque où les chauffeurs de maître conduisaient en ayant la tête légèrement penchée en arrière pour écouter leur patron discuter des nouvelles imminentes d'un rachat de telle entreprise par telle autre. Donc il y a une vraie euphorie collective. Les gens auraient été fous de ne pas participer. Il suffisait de se baisser pour ramasser de l'argent. On ne pouvait que suivre le troupeau. John Raskob, le patron de General Motors, assurait à tout le monde que l'économie des années 20 était stable et resterait prospère. Il a écrit un article paru dans le magazine Ladies Home, dans lequel il disait « Tout le monde a le droit d'être riche ». Et il expliquait comment faire. Cet article est paru un an avant le krach boursier de 1929. John Raskob écrivait « Avec seulement $15 par mois bien placés à la bourse, je vous garantis un gain de $80 000 en un an ou deux. » La presse économique le salue comme un visionnaire. À Wall Street, c'est la ruée vers l'or. Des millions de gens voulaient être dans le feu de l'action et placer leur argent en bourse. Dans n'importe quel endroit du pays, on pouvait trouver des bureaux équipés de téléscripteurs qui donnaient les cours de Wall Street. Il y avait des téléscripteurs dans les salons de coiffure, dans les trains, les bars, les paquebots. Pour la première fois, spéculer en bourse faisait partie de la vie de tous les jours. Des agences de courtiers ouvraient des bureaux dans les villages et les petites villes aux quatre coins des États-Unis. Elles étaient toutes reliées par câble au quartier général de Wall Street. On encourageait même les passants à participer. La bourse était devenue une sorte de sport national auquel tout le monde jouait. Ce n'était pas la classe populaire qui achetait des actions, mais la classe moyenne. À cette époque, et ça a été la source de tous les problèmes, les banques se sont mises à prêter de l'argent, à accorder des petites sommes à leurs clients sans demander de garantie. C'était une première, ça n'était jamais arrivé. Un Américain sur 3 confie ses économies au prestidigitateur de Wall Street. D'autant plus qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir les capitaux disponibles. Les agents de change font crédit aux particuliers. Les banques avancent l'argent frais et font travailler leurs capitaux. Les courtiers empochent de confortables commissions. Et tout le monde fait fortune. On achète aujourd'hui pour vendre demain. Et avant que l'on vous réclame l'argent emprunté, vous avez déjà revendu. Les sociétés d'investissement prolifèrent et prospèrent. On en crée une par jour. Les gens spéculaient en empruntant de l'argent. Il suffisait d'avancer une petite somme pour acheter des actions, 10%, 20%, ou parfois même moins. Le crédit était disponible, les gens étaient confiants, peut-être même un peu trop confiants, escomptant que ces spéculations seraient rentables. Ils ont donc pris d'énormes risques en investissant dans le marché.
Tant que le prix de l'action montait, la somme avancée en garantie était couverte. C'était un jeu d'enfant. Vous doubliez votre mise de départ. Mais quand les prix ont commencé à chuter, il a fallu rembourser la différence entre le montant emprunté et le prix actuel de l'action, et en liquide. Le nouveau président des États-Unis, Herbert Hoover, a fait toute sa campagne sur un même thème. La prospérité est au coin de la rue. On en a même fait une chanson. Comme lui, les meilleurs économistes considèrent que la hausse de la bourse est parfaitement justifiée par la stabilité générale des prix et les perspectives favorables de l'économie américaine. Le président Hoover avait l'occasion rêvée de dire, lors de son discours d'investiture, que le cours des actions était trop élevé et qu'il fallait réagir. Mais quand un dirigeant politique fait ce genre de déclaration et que le marché s'écroule, on le tient pour responsable. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. The election has again confirmed the determination of the American people, and opportunity must be given for the expression of popular will, and we should keep it so. Dès que Hoover a dit cela, le marché est remonté au cours des mois de juin, juillet et août 1929, alors que d'habitude, la bourse tourne au ralenti parce que beaucoup de gens sont en vacances. Et brusquement, le marché est devenu fou. Les leaders politiques et les milieux financiers ont fêté cette euphorie et cette spéculation à haut risque. Le président Herbert Hoover et les principaux banquiers du pays aussi. Les gens étaient encouragés dans cette confiance aveugle par les hommes les plus prudents et les plus sages. L'élite financière déclarait que tout allait pour le mieux. Il n'y avait aucune raison de penser que ça s'arrêterait un jour de monter. Les gens en étaient convaincus, même les économistes les plus renommés. Cela fait monter les prix à un niveau démesuré. Mais malgré ces niveaux délirants, comme dans tous les booms spéculatifs, les gens s'entêtaient à dire que le marché financier était stable, que ces prix élevés étaient justifiés. Edward Prescott, un économiste américain, lauréat du prix Nobel, affirmait que le marché n'était pas exagérément élevé en 1929. Les meilleurs experts spécialistes des fluctuations de la bourse disaient « Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Diversifiez vos placements. Si ça baisse d'un côté, ça montera de l'autre. » C'était absurde. En 1929, le marché financier était en plein essor. La bourse montait, mais elle a commencé à briser ses amarres. Au lieu d'être basée sur la valeur réelle des entreprises, c'est devenu un marché spéculatif dans lequel les gens achetaient et vendaient des actions, pensant qu'en achetant maintenant, ils pourraient les revendre plus tard pour un prix plus élevé. Les poules d'investisseurs se livraient à de véritables conspirations d'initiés. Les grandes banques d'investissement, et parfois même des hommes politiques, s'alliaient pour acheter d'énormes quantités d'actions, faisant ainsi flamber les prix, puis les revendaient rapidement et discrètement afin de réaliser des profits. Pendant ce temps, les particuliers qui avaient acheté ces mêmes actions, encouragés par la montée des prix, se retrouvaient avec de grosses pertes sur les bras. Ce processus-là, il y a un moment où il se déconnecte de l'économie réelle. Et évidemment, on pourrait dire, attention, c'est déconnecté, ça va péter. Oui, mais c'est de l'intérêt de personne de dire ça. C'est-à-dire que les gens continuent. Et les plus rationnels ici sont ceux qui se disent, je vais profiter de la montée des cours jusqu'à ce que ça s'inverse le plus tard possible, en quelque sorte. On pouvait gagner encore plus en prenant encore plus de risques. Mais prendre plus de risques entraîne une augmentation du prix des actions et donc vous pousse à emprunter de grosses sommes. Tout cela a engendré une structure qui, une fois fissurée, s'est totalement effondrée. Le prix supposé des actions avait quadruplé et était passé de 100 à 400 points sur une période de 10 ans. C'était complètement fou. Qui pouvait faire confiance à un marché financier qui réalise un tel bond? Certains ont compris que la croissance économique était basée sur de faux prémices.
et ont averti qu'un problème ne manquerait pas de survenir. Quelques banquiers d'investissement de Wall Street, une poignée, disaient que l'économie, que le marché lui-même avait dépassé ses limites, que la spéculation à crédit était dangereuse et que les cours du marché financier étaient exagérément élevés. Certains ont pointé du doigt les dangers de ce système, mais très peu, et parmi eux, le statisticien Roger Babson, mais on les a complètement ignorés. Roger Babson déclarait fin septembre, un mois avant l'effondrement, « Un krach va se produire, et il sera terrible, colossal. La bourse va s'effondrer, et il va y avoir un sauve-qui-peut général qui va dépasser tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. » Plus le marché montait, plus le nombre de gens refusant de croire ceux qui s'alarmaient augmentait. Parce que s'ils avaient pris leur mise en garde trop au sérieux, ils auraient revendu leurs actions et le marché se serait effondré. Avant que le marché ne s'effondre, il y avait eu des signes qui montraient que la santé de l'économie était mauvaise. Mais les signes de récession économique ne peuvent pas être pris en considération. Il y a parfois des creux, puis l'économie repart. Les signes de surspéculation étaient évidents. Le prix des actions avait considérablement augmenté, ce qui ne peut se justifier sur un plan historique. Les gens empruntaient de l'argent aux fonds d'investissement qui, eux, empruntaient à leur tour de grosses sommes pour les investir en bourse. De leur côté, les particuliers pouvaient acheter des actions sans être couverts, sans garantie. Il y a eu plusieurs signes qui montraient qu'une catastrophe allait arriver. La bourse a commencé à vaciller en septembre et début octobre, elle s'est mise à chuter. Puis vers la 3e semaine d'octobre, elle a commencé à s'écrouler. Et ça, c'est en principe le signe que la bulle est sur le point d'éclater. Et en effet, elle a explosé en octobre 1929. Le krach de 1929 a été comme un formidable ouragan où tous les éléments se rejoignent au mauvais moment et au mauvais endroit. Et le jeudi 24 octobre, jeudi noir ou Black Thursday, la démence collective fait son apparition. En quelques heures, 13 millions de titres sont brusquement jetés sur le marché par des actionnaires affolés qui ne savent même plus à quel prix ils ont cédé leurs actions. Après 3 années d'intenses spéculations, Wall Street craque. Et personne n'est en mesure de décider la fermeture de la bourse puisque son président est en vacances à Hawaï. La bulle spéculative éclate, provoquant une panique financière. Par un effet de domino, c'est l'ensemble de la bourse qui s'effondre. Les pertes cumulées représentent 30 milliards de dollars, 10 fois le budget de l'État fédéral américain et plus que ce que les États-Unis avaient dépensé pendant toute la Première Guerre mondiale. En 6 jours, les cours moyens vont baisser de 50% et ne cesseront de tomber. Et, fait encore plus inusité, la chute de la bourse va continuer en cascade. Le krach était inévitable, ce n'était qu'une question de temps, mais c'était inévitable. Et les gens ont découvert qu'ils avaient cru, à tort, que les cours ne pouvaient pas chuter. Et c'était faux. Toute leur vie était basée sur une seule certitude. La bourse ne pouvait que monter. Mais s'ils s'étaient un peu intéressés à l'histoire, ils auraient su que c'était une idée stupide. Tout le monde sait que les prix montent et descendent. Les gens avaient vidé leurs poches et tout placé sur le marché, en pensant que, puisque ça rapportait tellement, autant mettre un peu plus d'argent et montrer qu'on était le plus malin. Mais quand le marché s'est effondré, il n'était plus possible de récupérer ces fonds. D'un seul coup, ils ont compris que le mécanisme auquel ils avaient toujours cru était complètement faux. Et en réalisant qu'ils s'étaient trompés, ils ont été pris de panique. Et en regardant autour d'eux, ils ont vu que leurs voisins paniquaient eux aussi.
À l'intérieur de Wall Street, les courtiers étaient devenus fous, ils s'arrachaient les cheveux, incapables de suivre la descente en flèche des cours de la bourse. Beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent parce que les ventes des actions ne pouvaient pas être faites à temps. Le marché était saturé et la capacité à effectuer ces transactions n'était plus possible. Les câbles de transmission avaient brûlé. Le téléscripteur qui enregistre les ventes ne pouvait plus suivre le rythme et s'est laissé distancer de plusieurs heures. Ce qui veut dire que s'il est 14 heures et que vous n'avez plus aucune information depuis 10h30, vous êtes dans de sales draps, parce que vous ne savez rien de ce qui a bien pu se passer. Et pendant que la bourse s'effondrait, ceux qui n'avaient pas réagi rapidement se sont dit « J'ai dû faire une erreur, j'aurais dû vendre plus tôt ». Et le processus s'est accéléré, leur laissant l'impression d'une chute libre. Qu'est-ce qui a tout précipité? Personne n'a la réponse. Personne ne sait ce qui a provoqué le mardi noir ou le jeudi noir. Et pourquoi ce jour-là en particulier? Cette vieille histoire-là, tout le monde savait que ça allait arriver, mais personne n'a prévu l'ampleur que ça allait prendre. Il y avait quelque chose de fondamentalement anormal, défectueux, et pas seulement avec la bourse et les actions surévaluées. Le problème devenait évident. Cette prospérité qui avait tant fasciné les gens pendant 10 ans n'était en réalité qu'une illusion. La panique qui a suivi était une façon de reconnaître cette réalité. Elle était fondée sur quelque chose de tangible. Ce n'était pas de l'hystérie pure. À l'intérieur de la bourse, c'est comme une gare au moment des grands départs, écrit le Wall Street Journal. Un Niagara de liquidation. Hommes et femmes se bousculent pour essayer de comprendre ce qui se passe. Perdus devant ces chiffres et ces lettres incompréhensibles pour un profane, mais qui signifient la ruine. Sur le sol, des ordres de bourse froissés par milliers, comme des douilles de balles sur un champ de bataille, selon le New York Times. L'effondrement de la bourse est censé avoir provoqué toute une vague de suicides à Wall Street. C'est même devenu un sujet de plaisanterie. On a vu des dessins humoristiques où des banquiers de Wall Street sautaient par les fenêtres. C'est une légende très exagérée. Les rumeurs les plus folles circulent. 11 spéculateurs se seraient déjà suicidés à New York. On raconte que le directeur du Ritz exige des clients qu'ils règlent l'hôtel à l'avance en précisant « Vous voulez une chambre pour dormir ou pour sauter par la fenêtre ?» Il y a bien eu quelques suicides, mais pas tant que ça. Un des suicides les plus médiatisés a été celui dont Winston Churchill a été témoin. Il était en visite à New York et s'est rendu à Wall Street ce jour-là. Il avait été frappé non par la panique à l'intérieur de la bourse, mais par l'air effaré des courtiers qui erraient comme des somnambules, dans un état semi-comateux. Et quand il est retourné à son hôtel, quelqu'un s'est jeté par la fenêtre, du même hôtel. C'était un courtier, justement, qui était ruiné. C'est l'archétype des histoires qu'on raconte quand un mythe se propage. Le premier soir où les cours vraiment se sont effondrés, les opérateurs sont sortis dans la rue. Une sorte d'angoisse collective, évidemment. Et puis alors, ils ont levé la tête, là, à Wall Street, et puis au sommet d'un des buildings, ils ont vu un type qui était en l'air. Et la foule s'est dit, il va sauter. Ce type, c'était un plombier. Il était en train de remettre une gouttière. Évidemment, il n'est pas tombé. Mais la foule attendait ça. Tout le monde a un petit peu envie de voir des spéculateurs se suicider. On en a envie, s'en sont mis plein les poches. On peut quand même rêver qu'il y ait quelques suicides bien spectaculaires. On peut penser à ça. Herbert Hoover, qui a refusé le fameux jeudi noir de se rendre à Wall Street, prend le thé avec Marie Curie en visite à la Maison-Blanche. Il lui rappelle qu'il a été ministre du Commerce avant d'être élu président et que l'Amérique, sûre d'elle-même, va connaître une prospérité éternelle. Au même moment, devant la bourse désertée, des hommes d'affaires ruinés essaient de vendre leur voiture de luxe pour une bouchée de pain. La réaction officielle au krach boursier
a été un mélange de choc et d'incrédulité. Les dirigeants se sont dit, si on rassure les gens en leur racontant que tout va s'arranger, le marché va immédiatement remonter. John Rockefeller est allé acheter des actions devant les caméras pour montrer qu'il avait confiance en la solidité de l'économie. John Rockefeller, l'homme le plus riche du monde, a vu fondre son patrimoine de 80%. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Il a essayé de rassurer tout le monde en disant que ce n'était qu'une baisse temporaire. Il a même repris des centaines d'actions pour montrer qu'il croyait toujours en la solidité du marché. Mais ça n'a servi à rien. Herbert Hoover, le président des États-Unis, a déclaré que la base même de l'économie était saine, qu'il n'y avait pas lieu de paniquer ni d'avoir peur. Mais tout le monde paniquait. Et la panique est irréversible. C'est extraordinaire. Elle a même son propre son. 10 000 personnes se sont rassemblées devant la bourse de New York. Toute la ville était terrifiée. On a fait venir les policiers, juchés sur leurs chevaux, imaginant qu'il allait y avoir une révolution, comme pendant la prise de la Bastille. Ça allait être la prise de la bourse. Et la foule n'a plus bougé et fait le siège de Wall Street pendant des semaines. Un murmure sourd montait de cette foule, comme un léger rugissement. C'était le son de la panique, le son de l'anxiété. crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices. Après l'effondrement de la bourse, Herbert Hoover a perdu toute crédibilité aux yeux des Américains. Il n'agissait pas, il ne faisait que de fausses promesses, qui se sont toutes avérées mensongères. Il n'a pas saisi l'ampleur de la crise quand elle s'est produite. Il a essayé de dire que ce n'était pas si grave, qu'on s'en sortirait, que ce n'était que temporaire. Ses déclarations sur la prospérité qui nous attendait au coin de la rue avaient été une tentative pour relancer le marché. Quel président aurait pu dire « Nous sommes à la veille d'un désastre ». Mais comme ce n'était que de fausses promesses, quand la réalité s'est avérée être différente de ce qu'il promettait, Hoover a vite été discrédité. Le Congrès et le président auraient pu se présenter sur les marches du Capitole et déclarer « Nous nous rendons compte que notre action a été destructrice ». Mais ils ne l'ont pas fait. Le président ne s'est pas excusé d'avoir causé le krach. Il n'a exprimé aucun regret et a continué à mener la même politique. Il avait été extrêmement surpris de voir ce qui se passait, lui qui avait toujours cru que la bourse allait remonter. La Réserve fédérale soutenait que l'effondrement de la bourse était sans importance, un faux événement, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que rien ne laissait prévoir le moindre affaissement de l'économie. Quelle erreur de jugement. Le krach ne s'est pas produit en un jour. Il a duré une semaine. Et la chute a continué pendant au moins 3 semaines, de la fin octobre à la mi-novembre. Puis le marché a commencé à remonter un peu. Et en hiver, il avait récupéré près du tiers de ce qui avait été perdu. On pouvait penser qu'on était enfin sur la bonne voie. Tout le monde ne regardait plus l'état du marché, mais l'économie et ce qui allait arriver. On a du mal à croire qu'un événement déclencheur comme la baisse de la bourse, qui perd tout de même presque 50% de sa valeur en quelques mois, ça ait déclenché une telle apocalypse. Les pertes de ce fameux jeudi noir représentaient 24 ou 25%. Mais à partir de ce premier jour jusqu'au moment le plus bas qu'a connu la bourse, la chute a été de 80%. En fait, Wall Street a déjà commencé sa longue et interminable descente aux enfers. Et toute l'activité économique américaine va suivre sa pente dans le sens de la descente
avant d'atteindre le fond de l'abîme. Il y a eu un effet boule de neige après 1929. De plus en plus de banques ont fait faillite. Si vous aviez déposé votre argent dans une de ces banques, vous aviez tout perdu. Donc il y a eu une ruée sur les banques. Et là, vous êtes face à une crise financière. L'opinion américaine est choquée par l'effondrement de ce qui fut naguère le bastion indestructible du capitalisme triomphant, la banque. Les gens étaient désespérés et le système bancaire s'est effondré. Il y avait une vraie crise des liquidités et plus aucun crédit disponible pour relancer l'économie. Une des polémiques de 1929, c'est d'essayer de savoir quel a été le rôle de la Banque centrale. Est-ce qu'elle aurait pu inverser le processus en donnant plus d'argent au système bancaire? La disparition totale de confiance en l'économie signifie qu'aucun crédit n'est plus disponible. C'est donc cette période de chute, de déclin de l'activité économique qui a finalement conduit à une crise financière et bien sûr déclenché cette spirale descendante de l'économie. D'un seul coup, la totalité des banques ne peut plus prêter d'argent. Les gens ne peuvent plus acheter de maisons. C'est un cercle vicieux. La récession fonctionne comme ça. Les sociétés licencient leurs employés parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs salaires. Ils ne peuvent plus emprunter pour faire tourner leurs usines. Les entreprises mettent la clé sous la porte. Les gens sont au chômage. Ils arrêtent de dépenser, de consommer. Ils dépensent moins d'argent. Les sociétés cessent de faire des profits. Et ce cercle vicieux entraîne l'économie dans une descente sans fin, vers une spirale mortelle. Mais tout ceci se fait lentement. La bourse peut s'effondrer en quelques jours. L'économie, elle, sombre très lentement. Quand l'économie s'est écroulée, il n'y avait plus d'argent pour relancer le pouvoir d'achat, pour l'aider à redémarrer. Et les gens ont commencé à perdre leur emploi. Puis ils ont perdu le moral, et quand le moral est au plus bas, il est difficile de revenir en arrière. Et cette crise, qui avait commencé comme une crise bancaire, est devenue une véritable crise économique. L'enchaînement qui se met en place, c'est inquiets par l'effondrement de la bourse, les ménages suspendent un certain nombre d'achats de biens durables, et notamment d'automobiles, qui chutent brutalement en 1930. Les gens tout d'un coup perdent confiance, alors la consommation, l'investissement, les stocks s'effondrent. Les gens arrêtent pendant un an purement et simplement d'acheter des automobiles. À ce moment-là, ce secteur doit licencier, et les ouvriers de l'automobile qui sont licenciés, à leur tour cessent de consommer. En cessant de consommer, ils propagent la crise à d'autres secteurs qui, à leur tour, licencient. Et en licenciant, on a un effondrement de la demande solvable. Plus personne n'est plus en mesure de consommer quoi que ce soit. Les gens ont arrêté d'acheter. Ils ont commencé à s'inquiéter pour leur avenir, alors qu'avant, le futur leur paraissait prometteur. Le marché était en hausse, ils avaient de l'argent. Mais dès que la bourse s'est effondrée, les défauts du système sont remontés à la surface, comme par exemple le marché de l'immobilier. Dans les années 29, l'immobilier va jouer un rôle très important. Dans certaines villes, c'est 60% des ménages américains qui vont faire défaut sur leur emprunt. Quiconque est endetté au cours de cette époque ne peut plus payer, même s'il travaille. Tout d'un coup, les gens ne sont plus capables de supporter le poids de leurs dettes, font faillite, et du coup doivent à la fois arrêter de consommer et en même temps mettre en péril les établissements financiers qui sont intermédiaires, qui portent leurs dettes auprès des créanciers. Et dès que le prix de l'immobilier a cessé de monter, tout le château de cartes s'est écroulé. Les ménages ont perdu sur deux fronts. Ils ont perdu parce que la valeur de l'immobilier s'est effondrée, et puis parce que la bourse s'est effondrée. Donc cette chute générale des prix va se conjuguer à la chute générale de l'activité pour rendre difficile, pour mettre en insolvabilité tous les emprunteurs. Comme les entreprises étaient en faillite, elles ne pouvaient plus rembourser leurs crédits, sauf si elles continuaient à emprunter encore plus. Mais ce processus était arrivé à son terme. Et pour les ménages américains, ça signifie que tout d'un coup, ils se sont retrouvés pauvres. Mais c'est un choc psychologique absolument considérable. Les ménages américains qui pensaient qu'ils pouvaient se dispenser d'épargner pour préparer leurs vieux jours, parce que la bourse silencieusement
leur préparait leur retraite, cette idée s'est effondrée. Ils pensaient avoir enfin réussi dans la vie et brusquement, ils voyaient leurs rêves s'écrouler d'un seul coup avec la chute de la bourse. Qui est touché par la dépression? Les pauvres ont toujours été pauvres. Ça n'avait rien de nouveau. C'était juste un peu plus dur. Les riches, s'ils avaient 20 millions de dollars et qu'ils en avaient perdu 10 ou 12, il leur en restait quand même 8 millions pour vivre. Non, c'est la classe moyenne qui a été la plus touchée. Ceux qui découvraient une nouvelle façon de vivre, la société de consommation, ceux qui venaient d'acheter une voiture, des vêtements, une maison, et tout cela leur était retiré, saisi, un à un. Et donc l'économie a continué sa descente vertigineuse, de plus en plus bas, quoi qu'Hoover soit prêt à faire, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité. C'est la politique préconisée par Hoover qui a rendu la Grande Dépression aussi dure. Il refusait de donner ce coup de fouet dont le pays avait besoin. Il ne comprenait pas la profondeur du problème et n'appliquait pas les mesures appropriées. Pour restaurer la confiance des milieux financiers, Hoover a décidé de rapatrier d'urgence aux États-Unis tous les capitaux prêtés à l'Allemagne. Une mesure dévastatrice et une erreur monumentale. L'Allemagne, qui sort à peine de la guerre, va être frappée de plein fouet par le retrait des capitaux américains. Cela a eu pour effet de couper net le flot de capitaux qui, dans les années 20, avait permis à l'Europe de connaître un boom économique. La Première Guerre mondiale était encore dans tous les esprits en 1929. Il y avait toujours énormément de rancœur. Et la crise a donné à Hoover et son administration l'occasion de se venger. Il n'y avait aucune raison de rapatrier cet argent. Les propriétaires américains ont rapatrié leurs capitaux, ce qui a asséché des banques, qui a asséché l'économie allemande, etc. Et donc il y a eu un jeu avec les capitaux américains très déstabilisateur. Donc autrement dit, c'est une strangulation progressive qui était programmée. Je ne crois pas qu'ils étaient conscients de ce que cela allait provoquer. L'histoire du monde a basculé à ce moment-là. C'est pas parce qu'aux États-Unis, on a connu pendant 2 ou 3 ans un taux de chômage à 25%. C'est pas ça. Ce qui fait qu'on reste traumatisé par la crise de 29, c'est parce qu'elle a traversé l'Atlantique et que le premier pays européen qui est touché par la crise, c'est l'Allemagne. Et la raison pour laquelle l'Allemagne est la première touchée, c'est que la reconstruction allemande n'a pu être faite en Allemagne que par le financement de capitaux américains qui se sont immédiatement retirés au premier moment de la crise de 1929, retirant le tapis sous les pieds de l'Allemagne et la faisant basculer. Dès le premier mouvement de retrait, c'est la catastrophe pour l'économie allemande. Le montant des prêts américains est hallucinant. La Reichsbank doit transférer aux États-Unis 14 milliards de dollars en or et en devises. Les épargnants sont ruinés, les banques vides, assiégées. La façon dont fonctionne le système économique mondial a certainement contribué à étendre la crise en Allemagne. Et cela a débouché sur une contraction de l'économie. C'est un des facteurs qui l'a entraîné vers le fond. Ce qui n'était qu'un problème local, une crise limitée aux États-Unis, s'est transformé en dépression sur toute l'Europe, touchant ainsi un continent qui souffrait déjà depuis 10 ans d'une économie très faible. Contrairement aux États-Unis, qui s'étaient considérablement développés pendant les années 20, l'Europe souffrait encore des effets désastreux de la Première Guerre mondiale. Elle commençait tout juste à reconstruire ses industries, son économie agricole et le reste. L'Allemagne avait connu une situation économique désastreuse au cours des années 20. L'horrible inflation de cette décennie avait failli faire disparaître toute une partie de la population de conditions modestes à cette époque. Et tout cela était en grande partie lié aux conséquences des conditions terribles du traité de Versailles. Ces dettes, liées au dédommagement de l'après-guerre et aux emprunts effectués, pesaient sur leur économie. Et finalement, la crise s'est propagée des États-Unis à l'Europe. Les capitaux américains
l'Allemagne en avait besoin. Parce que pour financer justement les réparations dont une partie ont été payées, eh bien, l'Allemagne s'est endettée. Quand on voit l'accord qui avait été signé, et quand on voit ce que la France a fait subir à l'Allemagne à cette période, et ce que l'Angleterre, soutenue par les États-Unis, a fait, nous avons détruit l'équilibre de l'Allemagne et sa fragile démocratie. Et la France a tout fait pour favoriser l'extrême droite. On est parti de l'idée, puisque l'économie allemande va mal, c'est que c'est bénéficiaire pour la France. Et ça, c'était faux. Il y a eu en fait un processus dans lequel, à mon avis, les Français se sont révélés aveuglés par leur désir de revanche et il fait l'erreur colossale. Et évidemment, la crise est arrivée là-dessus. La crise n'a rien arrangé. C'est une république qui recommence à exister, à respirer. Et c'est 1929 qui a cassé cette dynamique, qui a immédiatement, sur un corps fragilisé par les crises antérieures, rouvert la plaie. Alors pour moi, il n'y a pas de doute possible que c'est la crise de 1929 qui a provoqué cette montée aux extrêmes. Et la crise est venue frapper un corps malade, fatigué, qui n'a trouvé d'issue que dans le nazisme. En Allemagne, la production industrielle s'effondre. Les faillites se multiplient. Le nombre de chômeurs dépasse les 6 millions, alimentant la désillusion et la colère de la population. Des marches de la faim ont lieu dans plusieurs villes. Et on voit à nouveau des soupes populaires. Nous habitions dans la Mendelssohnstraße et je me souviens de ma grand-mère distribuant une sorte de soupe à l'entrée et je demandais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les chômeurs. C'est la première fois que j'ai entendu le mot chômeur. Il y a un parallélisme tout à fait étonnant entre l'Allemagne et les États-Unis tout au long de cette période. Dans les deux cas, le taux de chômage va monter à 25% et on va voir exactement le même effondrement à la fois des prix, de la production qu'aux États-Unis. Les pays européens vont absorber la crise d'une manière qui va être plus ou moins tragique, mais qui ne sera jamais aussi spectaculaire que ce qu'on observera aussi bien en Allemagne qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, les ondes de choc de l'effondrement de la bourse ne se sont pas encore apaisées que commencent à se faire ressentir les effets du terrible et irréversible engrenage de la récession. La production industrielle a baissé de moitié. Des milliers de familles ne peuvent plus compter que sur la soupe populaire pour se nourrir. L'économie ne s'était pas améliorée et en juin, il n'y avait toujours pas le moindre signe de progrès. Le printemps est généralement la saison propice au rebondissement de l'économie, mais rien n'avait bougé. Puis le marché a chuté à nouveau jusqu'en octobre. Et à partir d'octobre 1930, le pays a sombré dans la dépression. Les plus solides bastions de l'Amérique se sont écroulés depuis le krach de Wall Street. La rupture avec la période de forte croissance des années précédentes n'en est que plus brutale. Un travailleur sur 5 est au chômage. La population semble anesthésiée. À New York, où chaque mois 17 000 familles sont mises à la rue, des centaines de milliers de sans-travail, parmi lesquels de nombreux cols blancs, tentent de survivre misérablement, piétinant dans le froid durant des heures pour recevoir un bol de soupe et un morceau de pain. L'État n'avait aucun filet de protection, aucun programme d'aide sociale. Il n'y avait pas d'assurance chômage. Les gens qui se retrouvaient sans emploi étaient jetés à la rue et ne pouvaient se tourner que vers des œuvres de charité privées. Et ces organisations étaient débordées. Mon premier souvenir de la crise, c'est moi, regardant ma mère faire la queue pour obtenir un peu de nourriture. Elle avait honte d'être pauvre, honte d'avoir à demander de l'aide. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était si douloureux de la voir dans cette file, attendant de recevoir de quoi nous nourrir. Quand la crise s'est aggravée, nous avons quitté notre appartement misérable pour un taudis. Une autre chose dont je me souviens toujours dans ma propre famille, c'est mon père. Il était garçon de café, mais quand la crise est arrivée, il y avait moins de travail et donc mon père a dû faire beaucoup d'autres choses. À son grand désespoir, il est devenu vendeur de cravates. Je me souviens que j'avais honte quand j'allais à l'école
et que je le croisais vendant des cravates dans les rues. Aujourd'hui encore, j'ai tellement honte d'avoir eu une telle réaction. Il a également été laveur de carreaux, mais il a dû arrêter car il s'est blessé en tombant. Je revois aussi mon père balayant les rues, faisant ce genre de travail. Et c'est ça qui était un des aspects terribles de la tragédie qu'a été cette dépression. C'était gravé sur le visage des gens. Ils se levaient tôt pour chercher du travail, mais ils savaient qu'ils ne trouveraient rien. Et ils passaient leur journée assis sur un banc. Ils se sentaient inutiles. On pouvait difficilement échapper à cette dure réalité. Vous pouviez aller n'importe où, la dépression était visible partout. Impossible de faire un pas sans voir ces usines arrêtées, ces magasins fermés, les gens jetés à la rue. Au début de la crise, beaucoup d'hommes continuaient à s'habiller comme s'ils se rendaient à leur travail. Ils ne voulaient rien dire à leur famille. Ils avaient trop honte de leur avouer qu'ils n'avaient plus d'emploi. Et ils passaient leur journée dans la rue en tenue de travail, juste pour ne pas être chez eux, pour être ailleurs. Brisés par la crise, prêts à tout pour gagner de quoi survivre, de plus en plus de gens participent aux nombreux marathons de la danse, véritable jeu du cirque des années 30. La règle de ces épreuves est simple. Il faut danser le plus longtemps possible, parfois pendant plusieurs jours, avec l'espoir de gagner les $500 attribués au dernier couple à rester debout. Au grand plaisir des spectateurs qui s'y rendent pour oublier leur propre misère. Les organisateurs ont tout prévu, des médecins, des lits et du ravitaillement. Les perdants, eux, auront au moins la possibilité de se nourrir. C'est une des choses dont je me souviens. Et bien sûr, je revois aussi ces familles qui étaient expulsées de leur logement. Aussi bas que soit le montant du loyer, ils n'avaient plus de quoi payer. Et la police arrivait, saisissait leurs meubles et les mettait sur le trottoir. Je me souviens, j'étais encore un petit garçon et je voyais tous ces meubles jetés dans la rue. Je regardais la mère en larmes, désespérée. Les familles ne perdaient pas seulement leur maison, c'était également une humiliation pour elles de voir toutes leurs affaires étalées aux yeux de tous, montrant à tout le monde qu'elles ne pouvaient plus payer leur loyer. Une ou deux fois, j'ai assisté à des scènes où les gens se révoltaient et remettaient les meubles à l'intérieur, s'opposant à la police. Ça arrivait assez souvent. Quand les gens perdaient leur maison, ils devaient bien aller quelque part. Ils se retrouvaient le plus souvent dans des baraques de fortune, faites de carton et de matériaux de récupération. Ils dormaient dans les grottes de Central Park. Il y avait des bidonvilles un peu partout en Amérique, habités par les sans-abri. On leur avait donné le nom de Hooverville, pour se moquer du président Hoover. Il y avait de nombreux Hooverville dans Central Park à New York. Pendant des années, ces bidonvilles ont été la honte de notre société. Once I lived the life of a millionaire. Spending my money, Lord, I didn't care. I carried my friends out
for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I begun to fall so low. Didn't have no money and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins, because nobody knows you when you're down and out. In your pockets, not one penny, and your friends you have not any. But when you get on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. It's mighty strange. En un peu plus d'un an, la crise a franchi un nouveau palier et s'est étendue sur tout le pays. Dans les campagnes, la situation est alarmante, pire que celle que traversent les villes. Le blé a perdu 50% de sa valeur. La chute spectaculaire des prix agricoles affecte durement les fermiers, dont la production est invendable. Il y a des millions de tonnes de nourriture, mais personne ne peut les acheter. Les paysans qui ne peuvent plus payer leurs dettes sont expulsés de leurs terres et jetés sur les routes. Tout le monde pouvait s'identifier à cette détresse. Les sans-abri, la misère, le chômage, la désintégration des familles ont fait de cette crise une détresse universelle. Les gens cherchaient de nouveaux endroits où aller travailler. Ils traversaient le pays, fuyaient les régions agricoles particulièrement touchées par la crise. Il y avait d'immenses déplacements de fermiers expulsés, quittant l'Ouest, cherchant désespérément un endroit où travailler, même pour un emploi temporaire. Beaucoup de gens ont perdu leurs fermes au début des années 30. Les expulsions des nombreux fermiers devenaient une honte pour le pays. Ils avaient été chassés de leurs terres, soit parce qu'ils la louaient, soit parce qu'ils en étaient les propriétaires, mais qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs traites. Les paysans se battaient avec force pour empêcher les ventes aux enchères des biens de ceux qui avaient été expulsés. Lorsque le juge arrivait pour vendre une ferme, les voisins du fermier la rachetaient pour une somme dérisoire. Il ne laissait personne surenchérir et restituait ensuite la ferme à son propriétaire. Take it out. We can't use that stuff. We've got to go back to the mule. I got a dime for 15. 15 I got. 20. Sold her. Outside with her. We'll knock them in the head. They're not worth anything. Wait with him! Wait with him!
Dans les zones rurales, il n'y avait nulle part où aller. Mais la vraie tragédie, l'ironie, stupide, c'était ces fermiers qui préféraient détruire leur production parce qu'ils ne pouvaient pas l'acheminer jusqu'au marché, vu le prix dérisoire qu'on leur proposait. Alors qu'au même moment, des gens n'avaient plus rien à manger, que d'autres mouraient de froid parce qu'ils n'avaient plus de quoi se vêtir, alors que les entrepôts regorgeaient de vêtements. Il y avait des maisons et des appartements vides alors que des gens dormaient dans la rue ou dans le métro. C'est cette ironie qui rendait la crise insupportable. Tout le système économique avait explosé entre 1929 et 1932. Et quand vous vous trouvez devant une explosion aussi gigantesque, il est très difficile de recoller les morceaux et de faire comme s'il ne s'était rien passé. Les usines ne fonctionnaient qu'à 10% de leur capacité et le chômage allait bientôt toucher 25% de leurs effectifs. Le pays était en effervescence. Il y avait de l'agitation, des grèves, des occupations d'usines, des manifestations. Le Parti communiste menait un combat en faveur des droits des travailleurs, témoins de la pauvreté et des conditions de vie. De nombreuses personnes considéraient que c'était l'unique organisation qui tentait de faire quelque chose pendant la dépression. Toutes les révoltes sociales des années 30, qu'il s'agisse des mouvements contre les monopoles ou des partis défendant les fermiers, étaient fortement soutenues par des militants progressistes. Le mouvement ouvrier n'aurait jamais existé sans le rôle vital joué par les partis communistes et socialistes. Alors à partir de là, un cycle s'enclenche, c'est un cycle de répression. Et en fait, la violence va apparaître, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des morts, il va y avoir tout ça. Mais il n'y a pas du tout de vraie révolte. Et il va donner lieu à des images chocs, à des révoltes sporadiques. À Dearborn, là où Ford a licencié les 3/4 de ses salariés, il y a eu des émeutes où là aussi, la police tire sur les manifestants. Aux usines Ford, où le nombre d'ouvriers est passé de 130 000 à 37 000, ceux qui ont eu la chance de conserver leur emploi voient leur salaire mensuel chuter de 50 à 16 $. Et lorsqu'ils se mettent en grève, la police ouvre le feu sur eux. 5 ouvriers sont tués et des dizaines blessés. Herbert Hoover a fait plusieurs choses vraiment choquantes. Mais celle qui a été la plus effarante a été sa décision d'envoyer les soldats à l'assaut de ce qu'on appelait la Bonus Army. C'étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale venus à Washington pour essayer de recevoir un peu plus tôt que prévu les primes qu'on leur avait promises lorsqu'ils étaient revenus de la guerre en Europe en 1918. 12, peut-être 14 000 anciens combattants sont venus de tout le pays. Ils marchaient le long des voies ferrées, montaient dans des trains sans payer. Tous les moyens étaient bons pour se rendre à Washington. Ils ont présenté une pétition au Congrès, mais elle a été rejetée. Ils ont alors installé leur campement sur les pelouses. C'est devenu une sorte de Hooverville pour anciens combattants. La plupart sont retournés chez eux. Ceux qui n'avaient aucune raison de rentrer chez eux sont restés. Ils ne faisaient de mal à personne. Hoover va se laisser entraîner par 2 militaires, le major Dwight Eisenhower, futur président des États-Unis, et surtout le général Douglas MacArthur. Douglas MacArthur était le genre de personne qui, quand il avait une idée en tête, n'admettait jamais qu'il pouvait avoir tort. Il a décidé que ces gens représentaient une menace pour la République, qu'ils allaient prendre d'assaut le Congrès. Ce n'étaient que des familles, pas des soldats. Ils n'étaient pas armés. Il a soumis cette idée à Hoover et il a finalement réussi à le persuader qu'il représentait un grand danger. Et Hoover a ordonné à ses troupes de leur tirer dessus. Ça a été un vrai désastre. Commandé par le général MacArthur, 4 escadrons de cavalerie, une colonne d'infanterie, baïonnettes au canon, le masque à gaz à la ceinture et 6 tanks vont donner l'assaut et mettre le feu aux baraques du campement. On relèvera 2 morts par balle et un 3e, un bébé de 2 mois, asphyxié par les gaz lacrymogènes. Un autre enfant aura,
un peu plus de chance. Alors qu'il tentait de revenir vers sa baraque pour récupérer son ours en peluche, un soldat l'en a empêché à coups de baïonnette dans les jambes. Ça a été quelque chose d'horrible. Les Américains ont pensé qu'Herbert Hoover était devenu fou. Cela a anéanti le peu de crédibilité qu'il lui restait. MacArthur, étant ce qu'il était, a dû quitter ce monde en étant persuadé qu'il avait sauvé la République d'une révolution. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que ces généraux qui allaient devenir célèbres lors de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower, MacArthur, nos deux héros militaires, s'étaient attaqués aux héros de la Première Guerre mondiale. Et ça a rendu les gens furieux. Ça a été tellement brutal, cette indifférence inhumaine à la détresse de ces Américains. Cet incident a complètement détruit la réputation de Hoover, qui n'était déjà pas grande à cause de sa politique économique. Ça a été catastrophique pour sa cote de popularité. What we'd like to know is which corner. We've turned so many corners now, we're dizzy. But still I'm positive we'll soon be busy. Hoover, again with great reluctance, Hoover, avec réticence, a commencé à mettre en place un minimum d'aide. Mais les mesures qu'il a prises n'ont jamais été à la hauteur de l'ampleur de la crise. Elles étaient bien loin d'être suffisantes face à la gravité de la situation. Franklin Roosevelt était gouverneur de New York à cette époque. Il a essayé d'instaurer des programmes d'aide sociale pour alléger toute cette misère, tellement visible dans des grandes villes telles que New York. Roosevelt, bien sûr, était riche, d'un milieu bourgeois, et donc assez éloigné des difficultés que rencontraient les pauvres. Mais sa femme, Eleanor Roosevelt, allait dans les quartiers pauvres, voir les conditions de vie des gens. Elle a vu de ses propres yeux l'effroyable niveau de pauvreté, de détresse. Roosevelt a donc pris connaissance de toute cette misère par l'intermédiaire de sa femme. Tout le monde attendait Eleanor Roosevelt. Elle était à la fois les yeux et les oreilles de son mari. C'est elle qui allait un peu partout pour voir comment vivaient les gens, puisque Roosevelt était dans l'incapacité de se déplacer. Car Roosevelt, qui a été terrassé par la poliomyélite en 1921, est confronté à un problème qui n'a pas de précédent dans l'histoire. Il est infirme, et pourtant il va se présenter à la prochaine élection présidentielle contre Hoover. Il l'a promis aux millions de déshérités qui l'attendent tous comme le Messie. Il existe un poème intitulé « En attendant Roosevelt ». Nous attendons que Roosevelt fasse quelque chose pour nous. Nous attendons depuis si longtemps. Et ce poème se termine par « Où êtes-vous, Monsieur Roosevelt ?» Le 2 juillet 1932, la convention du Parti démocrate choisit Franklin Roosevelt comme candidat à l'élection présidentielle. Il y prononce pour la première fois le mot de New Deal. I pledge myself to a new deal for the American people. Dans ce contexte dramatique, les élections de novembre 1932 ont une signification symbolique. Roosevelt a promis d'enrayer les effets dévastateurs de la crise de 1929 avec des mesures telles que la réforme du système bancaire, l'assurance d'une monnaie saine et des aides économiques et sociales. Mais ce qui va convaincre les électeurs, c'est à son grand désespoir sa promesse un peu hâtive d'abroger l'amendement qui interdit la consommation d'alcool, c'est-à-dire la fin de la prohibition. Franklin Roosevelt l'emporte par 23 millions de voix contre Hoover, qui en obtient seulement 16. C'est un véritable raz-de-marée qui installe pour 20 ans les démocrates au pouvoir. Franklin D. Roosevelt, President of the United States. Let me thank you again and tell you that I hope to see you all very soon and bid you an affectionate good night. En ce mois de novembre 1932, où les États-Unis viennent d'élire Roosevelt, l'Allemagne, elle aussi, est au carrefour de son destin. La crise économique a précipité de nombreux Allemands inquiets, désespérés, dans les bras de Hitler. Les capitaux rapatriés aux États-Unis lui ont apporté un succès foudroyant. Ils ne vont tout de même pas installer un peintre en bâtiment dans le fauteuil de Bismarck, s'était interrogé Roosevelt.
J'ai encore souvenir très précis d'un certain nombre de chants hitlériens et des drapeaux à croix gammée vraiment partout. Tout d'un coup, on se retrouve devant les hitlériens qui siègent d'ailleurs au Reichstag en uniforme, qui dans la rue commencent à battre les gens et la terreur commence à s'installer dès l'automne 1932. L'anxiété, la peur et la recherche de boucs émissaires qui accompagnent toujours ce type de désespoir économique, déjà fréquent en Allemagne depuis des années, étaient maintenant de retour. On cherchait les responsables de l'effondrement, les communistes, les juifs. Mon père est donc directeur d'une clinique pédiatrique, professeur à l'université, franc-maçon, électeur, père de famille et juif. Et Hitler l'a réduit à l'état de juif. Il a été chassé de l'université et j'ai été battu en classe comme petit juif. Alors, cela dans la cour de l'école, ça n'a pas laissé de traces, mais c'était très sensible. Les Allemands se sont convaincus que seule la pureté de la race pouvait être une solution à leurs problèmes. Dans l'idée d'Hitler, les Juifs étaient le poison à abattre. Il faut un bouc émissaire, il faut tuer l'autre. On peut voir comment une théorie du bouc émissaire, tout simplement, peut se mettre en place. Ce sont les Juifs qui étaient responsables parce qu'ils incarnent le capitalisme mondial et que donc forcément ils étaient aux côtés de l'Amérique. Hitler faisait moins de 2% des voix en 1929, donc il faudrait une extraordinaire concomitance d'événements pour qu'il passe de 2% à 33% entre 1929 et 1933. On dit souvent que les chômeurs ont amené Hitler au pouvoir, c'est absolument pas vrai. Quand on regarde leur vote, et même celui des ouvriers, c'est plutôt les classes moyennes qui ruinaient, déboussolées, et qui ont voté pour Hitler. Il est évident que l'effondrement total de l'économie est fortement responsable de la montée de Hitler. Mais il y avait des mouvements identiques dans un endroit aussi calme que les États-Unis. On voit apparaître des groupes fascistes contre les Juifs et en particulier contre les hommes d'affaires juifs de Wall Street, les accusant d'être responsables de la dépression, de n'être que des usuriers qui pillaient l'économie américaine. C'était une vieille habitude de la vie politique, longtemps enfouie, qui refaisait surface dans les années 30. Il y avait énormément d'antisémitisme à cette époque, même dans l'entourage de Roosevelt, où de nombreux juifs travaillaient. Nous n'avons jamais eu un passé irréprochable. Il y a eu des Américains célèbres qui n'ont jamais caché leur antisémitisme. Henry Ford, qui était une icône américaine, un des héros des États-Unis, était également le héros de Hitler. Hitler avait accroché une photo de Ford au siège de son parti à Berlin, parce que dans les années 20, Ford avait écrit une série d'articles, puis un livre, devenu un best-seller, intitulé « L'Internationale juive », qui racontait comment les hommes d'affaires juifs conspiraient pour détruire les fondements de la société américaine. Comment ils propageaient une culture décadente en produisant des films pornographiques et en publiant des romans où s'étalait le sexe. Comment ils étaient derrière les trafiquants d'alcool et responsables de toutes sortes de scandales. Ford dénonçait cette conspiration qui n'avait pour but que de s'attaquer à l'Amérique de ceux qui aimaient leur travail, qui se contentaient de peu et produisaient. Ford était devenu très populaire. Il aurait pu se présenter aux élections présidentielles dans les années 20 et être élu. De nombreux mouvements se créaient un peu partout. Des gens autrefois sensés adhéraient à des idées qu'on croyait disparues. La crise va accentuer la montée des populismes et des extrémismes. Un peu partout, on assiste à des poussées d'antisémitisme, de xénophobie, de racisme. Le Ku Klux Klan compte désormais 4 millions de membres, principalement dans le sud des États-Unis. Leur constitution précise « Notre devoir est de maintenir à jamais la suprématie de la race blanche et prône la haine des étrangers, des juifs et plus encore des noirs qu'ils pourchassent la nuit tombée pour les lyncher. » Les gens ont tendance à oublier la situation politique dangereuse dans laquelle se trouvait le monde. Aux États-Unis, la démocratie était menacée par les graves conditions économiques. Les années 30 fourmillent de signes montrant une forte poussée à droite, directement inspirée par les fascistes ou les nazis.
Ce défilé de nazis n'a pas lieu en Allemagne, mais à Central Park, à New York. 20 000 personnes, dont quelques 8 000 SA, membres des troupes d'assaut en uniforme, et des milliers d'adolescents américains, venus des camps de jeunesse organisés sur le modèle des camps des jeunesses hitlériennes, se dirigent vers le Madison Square Garden pour proclamer les droits des Blancs chrétiens, les vrais patriotes. Au cours du meeting, la foule qui conspue le nom de Roosevelt fait le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Et ils ont commencé à descendre dans la rue et à frapper tous ceux qu'ils jugeaient suspects, les juifs, les immigrés. Pour la première fois depuis très longtemps, il y a eu une réelle possibilité de voir une dictature renverser la démocratie. Je crois que c'était une menace bien réelle. Le 15 février 1933, 2 semaines après l'accession de Hitler au pouvoir, Roosevelt échappe de justesse à un attentat alors qu'il prononce un discours à Miami. C'est le maire de Chicago qui reçoit les 2 balles à sa place. Il meurt en remerciant le ciel d'avoir épargné Roosevelt. Roosevelt, qui n'assiste pas aux obsèques, rentre à Washington, où il fait multiplier par 20 le nombre de ses gardes du corps et ne voyage plus qu'en voiture couverte. Il sait qu'il a de nombreux ennemis, qu'il est perçu comme un rouge par les milieux d'affaires, la Cour suprême, le Congrès. Dans la voiture qui conduit les 2 présidents vers le Capitole, Hoover n'adresse pratiquement pas la parole à Roosevelt. Il sait que le nouveau président ne va pas le ménager dans son discours d'investiture, et il ne sera pas déçu. Seul un fou peut nier les sombres réalités de l'heure. Ceux qui nous gouvernaient ont échoué parce qu'ils ne connaissaient que les lois du profit. 500 000 Américains lui ont écrit avant son entrée à la Maison-Blanche pour le saluer et l'encourager. Roosevelt va prendre ses fonctions. Il fait un effort surhumain pour donner à la foule l'impression qu'il marche, alors qu'il est littéralement porté par son fils et un garde du corps. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Le jour de son entrée à la Maison-Blanche, le système bancaire était totalement paralysé. C'était réellement la situation. Les banques faisaient n'importe quoi. Il fallait faire quelque chose pour que les gens aient à nouveau confiance. Les banques étaient dans un tel désarroi que Roosevelt a cru pouvoir débloquer le système en fermant toutes les banques. Il n'a pas annoncé d'un ton dramatique qu'il allait fermer les banques pour régler le problème. Il a présenté les choses de manière beaucoup plus légère et a dit « Tout le monde est inquiet. Nous allons fermer les banques et celles qui sont saines seront autorisées à rouvrir. » I can assure you that it is safer for you to keep your money in a reopened bank than to keep it under the mattress. Lorsque les banques ont à nouveau ouvert leurs portes, la crise financière était terminée. C'était un plan très astucieux. Il fixait le prix de toute une série d'éléments de manière totalement autoritaire. Il choisissait la variation du cours du dollar tous les matins au petit déjeuner
avec 2 conseillers qui disaient bon, écoutez, on laisse monter, on laisse filer, on laisse pas filer. Et un matin, il a dit à Henry Morgenthau, qui allait devenir son ministre des Finances, augmentons-le de 21 cents. Morgenthau lui a demandé pourquoi, et Roosevelt lui a répondu parce que 3 fois 7 font 21, et que le 3 est un chiffre qui porte bonheur. Ce choix arbitraire a bien entendu surpris à la bourse. Comme l'a écrit plus tard Morgenthau dans ses mémoires, si quelqu'un avait su comment était décidé le prix de l'or, il aurait été effaré. Mais contrairement à Hoover, Roosevelt aimait expérimenter. Il était toujours prêt à écouter des avis différents, même s'il les désapprouvait. Il reconnaissait que la crise était grave et qu'il fallait faire quelque chose. Si ça ne marchait pas, il fallait essayer autre chose, ne pas rester les bras croisés. Roosevelt crée les bases d'un monde nouveau. Mais en même temps, la dimension mythologique, c'est qu'il n'y avait pas de plan concerté, c'était un tâtonnement généralisé. Les gens n'avaient rien à quoi se raccrocher en ces temps difficiles, aucun moyen d'acheter quoi que ce soit. Franklin Roosevelt a reconnu que cette crise de sous-consommation pourrait s'avérer fatale. Pour lutter contre la crise, il faut qu'on embauche des chômeurs à creuser des trous le matin, qu'ils reboucheront le soir. Peu importe l'utilité sociale de cette embauche, ce qui compte, c'est de restaurer la capacité à consommer des agents qui, sinon, peuvent tout simplement dégringoler toute la pente de la crise. Roosevelt a très bien su se saisir d'une certaine mythologie des États-Unis, et c'est ça son mérite. Ceux qui sont valides, on leur donne une pelle, on leur demande de faire des routes, et le talent de Roosevelt, ça a été de trouver des slogans, mais aussi un choix politique. C'est l'homme de la rue, le common man, qui devient véritablement le noyau de la coalition de Roosevelt, et c'était pas du tout la coalition de Hoover. Hoover était, lui, le représentant du monde des affaires. Après s'être occupé des banques, Roosevelt décide d'assainir la bourse de Wall Street, puisqu'il l'avait promis dans son programme du New Deal. Le New Deal a été un vrai New Deal. On a surtout obtenu de nouvelles réglementations pour mettre fin aux combines de voyous sans scrupules qui avaient provoqué la crise boursière. Pour diriger la commission de contrôle des marchés boursiers américains, Roosevelt choisit Joseph Kennedy, le père du futur président des États-Unis. Roosevelt avait souhaité en faire son secrétaire d'État au Trésor, mais le Congrès avait refusé sa nomination car Kennedy était sur le point d'être inculpé par une commission d'enquête du Sénat pour spéculation boursière, malversation et surtout pour son rôle dans l'effondrement de la bourse de Wall Street en 1929. Il avait financé la campagne électorale de Roosevelt et le président a surpris et choqué le pays en lui confiant la présidence de la commission de contrôle des opérations boursières. Qui était plus qualifié que lui pour contrôler le marché? Joseph Kennedy n'avait pas seulement fait fortune en spéculant dans les années 20, mais aussi parce qu'il avait été l'un des rares à s'être retiré de la bourse à temps, parce qu'il savait ce qui allait se produire. Quand le marché s'est effondré, il est revenu et a acheté des milliers d'actions et de sociétés et a attendu que la bourse remonte. Il savait que ça finirait par reprendre de la valeur. Kennedy était étroitement lié aux trafiquants d'alcool dans les années 20. Il était célèbre pour être devenu immensément riche, mais très peu apprécié par l'Américain moyen, qui trouvait malhonnête la façon dont il avait fait fortune en spéculant sur le malheur des autres. Mais Roosevelt savait qu'il était plutôt intelligent, malin et sans scrupules. Après tout, il allait devoir négocier avec des banquiers et des avocats. Et ils ont confié le poulailler au renard. Mais le président, très critiqué, a dit qu'il avait ses raisons. Il a même précisé « Monsieur Kennedy connaît toutes les combines ». Il connaissait Wall Street, il connaissait la règle du jeu, toutes les magouilles. Il savait à quel endroit le cadavre avait été enterré. Kennedy, bien qu'à la tête de la commission, était considéré comme un escroc, un arnaqueur. Mais ce n'est pas incompatible avec ce que représente la commission de contrôle des bourses. C'est un organisme qui autorise, institutionnalise et exonère la fraude plutôt qu'il ne la combat. Cela paraissait donc tout à fait approprié que Kennedy en prenne la direction. Roosevelt surprend parfois par sa naïveté, son manque de tact. À un groupe de jeunes travailleurs qui se sont portés volontaires pour avoir enfin de quoi manger, il déclare « I wish that I could take a couple of months off from the White House and come down here and live with them, because I know I'd get full of health the way they have. The only difference is that they put on an average of about 12 pounds apiece since they got here,
And I'm trying to take off 12 pounds. Roosevelt était doué pour rassurer les gens. Il savait les convaincre que le gouvernement se souciait d'eux et qu'il allait trouver une solution à leurs problèmes. Précédé d'un grand show à l'américaine, Roosevelt lance son programme pour lutter contre les effets de la Grande Dépression et redynamiser une économie américaine meurtrie depuis le krach de 1929. 5 milliards de dollars y sont affectés afin de lutter contre le chômage. Plus de 3 millions d'Américains y seront employés et 8 millions 2 ans plus tard. Roosevelt fait voter 15 lois de la plus grande importance. Il établit un système de protection sociale, de retraite, d'assurance chômage. Il interdit le travail des enfants, la discrimination à l'embauche des Noirs et des femmes et institue un salaire minimum. Au milieu des années 30, le New Deal a mis en chantier toute une série de programmes de travaux publics. Personne n'avait jamais rien fait de tel. Les gens ont compris que les grands projets de travaux publics étaient plus qu'utiles. C'était une part essentielle du New Deal, et ça a été très important sur le plan psychologique. Le New Deal a transformé l'Amérique. On a construit d'innombrables routes, des ponts, des barrages, des écoles. Les routes et les ponts qu'on utilise aujourd'hui à New York ont été construits avec l'argent du New Deal. Cela a considérablement changé l'Amérique et a permis d'avancer vers la période d'expansion économique qu'on allait connaître après la Seconde Guerre mondiale. L'État a utilisé ces fonds pour construire des autoroutes, des écoles, des hôpitaux, pour investir dans la recherche. L'Amérique devenait un État-providence. C'était quelque chose de nouveau. Mais les dirigeants essayaient de gérer à la fois l'industrie, la construction, la protection sociale, les mesures d'aide sociale, et le tout en même temps. Il n'y avait pas de système d'aide sociale. Les États-Unis ont été le dernier pays industrialisé du monde occidental à introduire des protections sociales, telles qu'une assurance chômage ou une pension pour la retraite, etc. Il a fait des choses qui ont eu un avenir extraordinaire. Il a créé la sécurité sociale. En 1935, il a posé les bases de la sécurité sociale aux États-Unis. La sécurité sociale ne s'appliquait pas aux travailleurs les plus pauvres, c'est-à-dire aux travailleurs noirs. Ça ne concernait pas les domestiques, ni les femmes de ménage, les serveurs, les porteurs. Tous ces métiers étaient faits par des Noirs. Ils passaient toujours en dernier. Par contre, ils étaient les premiers à perdre leur emploi quand ils en avaient un. Contrairement aux Blancs, ils ne bénéficiaient pas des mesures du New Deal. Les Afro-Américains rencontraient les mêmes difficultés que les autres Américains, voire même pire, car ils partaient d'encore plus bas de l'échelle. Avec l'arrivée de la dépression, c'est devenu extrêmement difficile pour eux. Les anciens syndicats n'avaient aucun membre noir, puisqu'ils s'occupaient uniquement des employés qualifiés, ce qui n'était pas le cas des Noirs. Ils n'étaient pas admis dans les syndicats. Une des raisons de la disparité entre les salaires et les revenus dans les années 20, c'était la faiblesse des syndicats. Il n'y avait aucun moyen de lutter pour obtenir de meilleurs salaires. Faire grève était toujours interdit aux États-Unis. Jusque-là, les syndicats étaient hors la loi. Tout a changé dans les années 30. De nombreux soulèvements sociaux ont fait basculer l'échiquier politique américain à gauche et ont eu une influence énorme sur Roosevelt. Soutenu par l'opinion publique, Roosevelt crée le droit à la représentation syndicale pour tous les travailleurs américains. C'est une véritable révolution. Mais sa mise en place se heurte à la réticence des milieux d'affaires et des dirigeants des entreprises. Des grèves avec occupation d'usines éclatent dans de nombreuses entreprises pour protester contre le refus des patrons de reconnaître les syndicats. Mais devant la paralysie de l'activité, ils finiront par céder. Le mouvement ouvrier a explosé. Des millions de travailleurs américains se sont syndiqués pour la première fois au cœur de l'industrie américaine.
Et c'est ce qui a déclenché toute une vague de grèves et mis Roosevelt dans une situation très délicate. Je ne pense pas qu'il ait regretté de l'avoir fait, mais la situation devenait explosive. Il y avait une grève générale à San Francisco. Toute la ville était bouclée. À Minneapolis aussi, la grève paralysait la ville. Dans le sud, des centaines de milliers d'ouvriers qui travaillaient dans des usines de textiles se sont mis en grève. Le pays était en ébullition, en plein désarroi. Roosevelt en était conscient. Le gouvernement du New Deal intervient aux côtés des patrons, même lorsque ces derniers désobéissent aux lois nouvelles. Les usines d'acier de Chicago refusent de reconnaître les syndicats. Devant le caractère quasi insurrectionnel des grèves, la police, aidée par la milice patronale, tue 10 ouvriers et en blesse près de 100. Roosevelt, qui ne condamne pas le massacre, y envoie la garde nationale. Les politiciens du pays, aussi bien républicains que démocrates, ont pris peur en voyant ces mouvements de révolte s'étendre. Alors que le tiers des travailleurs étaient au chômage, il y avait un peu partout des grèves et des émeutes. Le patronat qui était opposé à Roosevelt était terriblement inquiet et se demandait si le système capitaliste allait pouvoir survivre. Le monde des affaires et de la finance a commencé à s'attaquer à Roosevelt, l'insultant et le traitant de tous les noms. Il était tour à tour l'handicapé, le juif, le communiste, l'homosexuel. Ils ne lui ont épargné aucun surnom. Ils étaient furieux de voir qu'il avait rompu avec le milieu d'où il venait et le considéraient comme un traître. Roosevelt leur répondait, sans doute avec ironie, « Pourquoi me détestez-vous autant? J'essaie de sauver le capitalisme. » who fear progress will try to give you new and strange names for what we are doing. Sometimes they will call it fascism, and sometimes communism, and sometimes regimentation, and sometimes socialism. But in so doing, they are trying to make very complex and theoretical something that is really very simple. Roosevelt a pris quelques bonnes mesures. Certaines étaient utiles et d'autres complètement absurdes. Le seul secteur qui n'a connu aucune amélioration est celui de l'agriculture. Pour que les fermiers puissent survivre, Roosevelt obtient d'eux qu'ils diminuent leur production pour faire remonter les cours agricoles, en échange d'indemnités compensatoires. Mais cette politique est contestée par plusieurs économistes qui considèrent que le gouvernement effectue une destruction de richesses impossible à justifier et au détriment de la morale la plus élémentaire. La presse commence à critiquer Roosevelt, lui reproche son absence d'idéologie, de prendre des décisions contradictoires. Roosevelt est un caméléon sur une couverture écossaise, écrit le New York Times. Les fermiers étaient désespérés par la chute des prix de la production agricole. Ils ont demandé à Roosevelt qu'on leur verse des subventions pour qu'en échange, ils abattent leurs troupeaux et brûlent leurs récoltes, afin de faire remonter les prix. Ce qui était complètement fou, puisqu'au même moment, des gens mouraient de faim. Comment peut-on détruire d'excellents produits alimentaires sous prétexte qu'il y avait des surplus? C'est effrayant, une sorte de suicide. Les gens souffraient de la pauvreté et il y avait des régions où la famine continuait à s'étendre. Il y avait des gardes à la frontière de la Californie pour empêcher les gens d'entrer. L'armée devait bloquer les nouveaux arrivants parce qu'ils auraient été un fardeau pour l'État.
On pouvait littéralement voir les stigmates de la dépression sur le visage des gens, comme l'ont montré les photographies de Walker Evans ou d'autres. On pouvait y lire l'angoisse. C'était une sorte de cancer qui dévorait le cœur du peuple américain. Et une des photographies les plus célèbres de cette époque montre une mère émigrée près d'une ferme en Californie. Elle était venue de l'autre bout du pays avec ses enfants pour chercher du travail. Nous avons tous grandi avec la photo de cette femme affamée, anéantie, et de ses enfants qui nous avaient bouleversés. On ne peut plus voir cette photo de la même façon lorsque l'on sait que c'était une commande du gouvernement. L'homme qui a mis en place ce programme a écrit dans ses mémoires « Notre travail consistait à donner une image dramatique de la dépression si nous voulions conserver notre emploi. La pauvreté était sûrement réelle, mais la propagande l'était également. » Et ces photos de ces fermiers ruinés, il faut les regarder très attentivement. Ce sont des photos très construites, d'un dénuement extrêmement bien organisé. C'est la construction d'un tragique, mais qui ne livre pas du tout la totalité de ce qui s'est passé. Et ces fermiers ruinés, ils étaient ruinés souvent bien avant la crise. Et donc c'est pas la crise qui les a ruinés, c'était des catastrophes bien antérieures. Ces photos sont des fabrications de mythes. Et il faut les prendre comme telles. Il y a toute une famille, et puis il y a un lit avec des barreaux, et puis un petit enfant qui est tout nu par devant. Il y a un mélange de crasse et de dignité qui, je crois, évoque un mythe, mais qui n'est pas du tout de l'ordre du témoignage brut. C'est un témoignage extraordinairement élaboré pour construire ce mythe, mais qui ne répond pas du tout à l'ensemble des manifestations de l'époque. Les ennemis du New Deal considèrent ces photos comme de la propagande. Et c'est vrai que c'en était. Mais une nouvelle culture était en train de naître, une culture de solidarité populaire. C'était complètement nouveau pour l'Amérique. C'était de la propagande, mais bien plus que de la propagande. C'est un nouveau mode de vie qui est né dans les années 30. Le New Deal a aidé de nombreuses personnes. Il a fourni du travail à des millions de gens. 6 millions de personnes ont retrouvé un emploi. Des centaines de milliers de jeunes ont recommencé à travailler. Était-il parfait? Non. Certains des programmes étaient mauvais? Oui, sans l'ombre d'un doute. Personne n'a dit le contraire. Le New Deal a été à la fois un succès et un échec dans ses tentatives pour sortir le pays de la Grande Dépression. L'économie a fini par s'améliorer. Elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise, mais le chômage a baissé et les usines ont repris le travail. Grâce au New Deal, les Américains pouvaient récupérer leurs maisons, être en mesure de rembourser leurs hypothèques. L'économie a connu une forte hausse, une expansion fulgurante. En 1937, le revenu national a retrouvé le même niveau qu'en 1929, malgré une chute sévère au cours des 4 premières années. Donc il y a eu une amélioration. Ce qui va se passer en 1937 est fascinant. Roosevelt a suivi les conseils d'un nouveau groupe d'économistes qui lui ont conseillé de réduire les subventions du gouvernement. Et Roosevelt a commencé à réduire les budgets du New Deal, couper les subventions. Et évidemment, l'économie a recommencé à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Un retour à la récession et au chômage. Et il y a eu une nouvelle dépression de 1936 à 1937. Il est donc faux de dire que le New Deal a mis fin à la Grande Dépression. Il l'a non seulement aggravée, mais l'a en plus prolongée. Ce qui a mis fin à la dépression, et c'est quelque chose de déprimant à admettre, c'est le développement rapide du budget consacré à l'armement, à cause de la menace grandissante d'une guerre en Europe. En lançant un programme de fabrication de matériel de guerre, vous avez d'un seul coup plus d'emplois que de postulants. On est passé d'un fort taux de chômage et d'une sous-exploitation au plein emploi, en une seule nuit. Tout d'un coup, du jour au lendemain, la mairie décide que les usines Ford, etc., vont fabriquer des tanks et des jeeps. Il n'y a plus une seule voiture qui sort. Donc l'effort de guerre, c'est un effort de production, mais du point de vue du taux de chômage, etc., oui, il n'y a pas de doute que ça a joué son rôle. En plus de la production d'armements à grande échelle,
il fallait aussi fabriquer tout ce dont les soldats avaient besoin. Des camions, des vêtements. Et c'est ça qui a remis l'Amérique au travail. L'économie a été dopée par l'industrie militaire. C'était en réalité une façon artificielle de maintenir l'économie à flot pour qu'elle continue à fonctionner. Tous les efforts de Roosevelt n'ont même pas réussi à rendre à l'économie son niveau d'avant le jeudi noir. C'est la guerre en Europe qui va apporter un coup de fouet à l'industrie américaine. La grande crise est terminée. 7 ans d'efforts désespérés ont fait moins pour guérir l'économie malade de la dépression que quelques mois de réarmement. Certaines personnes en ont tiré les mauvaises conclusions et ont affirmé que les dépenses militaires étaient indispensables pour sortir de la crise. Cela n'a aucun sens. Aucun sens. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. Les dépenses du gouvernement pour fabriquer des bombes étaient indispensables pour nous protéger contre le fascisme. En mars 1938, les armées allemandes occupent l'Autriche sans tirer un seul coup de feu. La Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. Et c'est essentiellement la Seconde Guerre mondiale qui a mis fin au chômage aux États-Unis. C'est tout à fait vrai. Il a fallu attendre 1940 pour voir disparaître le chômage. Est-ce que la guerre nous a sortis de la dépression? Ça me gêne de l'admettre, mais en effet, elle y a certainement contribué. Toutes ces mesures de relance, à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, ouvraient une période de prospérité qui allait durer jusqu'à la génération suivante, bien après la guerre. Et en 1944 et 1945, la question qui terrorisait les Américains était « Lorsque la guerre sera terminée, est-ce que la Grande Dépression reviendra ?» 2 million bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks, written in indelible inks, outrace Atlantics, winter hurricanes, our benefactors, 3 trusts they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained. Nous avons appris certaines choses de la crise de 1929. Suffisamment appris, ça c'est une autre question. C'est étonnant de voir avec quelle facilité on peut oublier ces leçons quand les temps changent. Et surtout s'il y a de l'argent à gagner en les oubliant. Nous avions toute la connaissance nécessaire pour éviter la crise actuelle, mais on ne s'en est pas servi. Nous ne savions plus comment procéder après la crise de 1929. Ou peut-être que ceux qui nous gouvernent n'ont pas eu envie d'être plus audacieux. Et c'est le côté troublant de l'expérience Obama. Qu'est-ce que c'est Obama? C'est Roosevelt 2 ans plus tôt. Alors on pourrait dire c'est formidable. Voilà quelqu'un qui va relancer, faire beaucoup plus vite que Roosevelt ce que Roosevelt avait à peu près fait. Oui, mais qui il a pris dans son équipe? Il a pris des gens. Alors, il y a le côté novateur, c'est le côté écologique, le côté... Alors là, il a mis même carrément un prix Nobel comme ministre, et ça, c'est fabuleux. On voit très bien une ouverture très grande là. Et puis, du côté économique, pour n'inquiéter personne, il a mis les responsables qui étaient pris la main dans le sac avant. Et pour la même raison, il n'a pas eu le culot de nationaliser les banques américaines. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire sur les plans de sauvetage qui finiront, par produire leurs effets, parce qu'on sait qu'on reviendra sur l'ouvrage jusqu'à ce que ça marche. Mais on a perdu quand même beaucoup de temps. Cette crise, elle a commencé au cours de l'été 2007, on est en 2009, elle n'est toujours pas réglée. Et exactement comme nos génies des années 20, ils se sont complètement trompés. Ils disaient qu'il n'y aurait jamais plus de krach ni de dépression. Et c'était faux, bien sûr. Ils avaient tous les outils nécessaires, mais ils ne s'en sont pas servis. Une des tragédies a été cette idéologie désastreuse qui a laissé les hommes d'affaires et les industriels libres de faire tout ce qu'ils voulaient.
Ils ont amassé des fortunes en prétendant agir pour le bien de la nation. La prospérité des riches a énormément augmenté. Et le fossé entre les riches, 1% de la population, et les pauvres s'est creusé, est devenu immense, exactement comme dans les années 30. Je crois que nous avons besoin d'un nouveau New Deal. L'ancien New Deal a été utile à un moment précis pour lutter contre la Grande Dépression. Mais le monde a énormément changé en 75 ans. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus riches que nous l'étions à l'époque. Mais cette richesse n'a pas été répartie équitablement. Le niveau de cupidité n'a jamais cessé d'augmenter dans l'indifférence générale. Et cette cupidité a joué un rôle majeur dans la spéculation financière et nous a conduit à ce désastre. Nous avons laissé les banques exploiter les plus pauvres d'entre nous. Des millions d'Américains ont perdu leur maison et toutes leurs économies. Ils sont devenus des proies, victimes de véritables prédateurs, tout le monde le savait. C'est un système injuste. Les pauvres n'ont personne pour les défendre. Nous vivons dans un monde qui dispose de tellement de ressources, et pourtant, 1 milliard de personnes tentent de survivre avec moins de $1 par jour. Et 40% vivent sans doute avec moins de $2. Je continue à croire que nous parviendrons à réformer les institutions économiques et du rôle essentiel que cela pourrait jouer. Je ne sais pas si je suis réaliste ou optimiste quand je dis ce genre de choses. Je suis réaliste quand je dis que tout cela doit changer, mais je ne suis pas sûr de l'être encore quand je crois que cela se fera un jour. Bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks written in indelible inks, outer race Atlantics, winter hurricanes. At last the coffee arrives, also the wheat. Needless to say, the deal was a success. Who can deny that all of us have gained? Our benefactors, three trusts they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained.